Alors bonsoir, c'est un grand plaisir d'animer cette soirée que la Vivo a voulu monter en parallèle en fait, des discussions autour de la contre-réforme d'AVS 21, avec pour objectif ce soir d'aborder en fait cette question sous une approche qui n'a pas été tellement thématisée ces derniers mois. C'est la question en fait, des rapports de classe et du fait qu'il y a une inégalité fondamentale liée en fait, au système de production et d'exploitation que l'on connaît dans notre système économique, et qui fait qu'une partie de la population ne parvient pas à l'âge de la retraite ou ne parvient pas à l'âge de la retraite en bonne santé, ou alors si elle y parvient, a une espérance de vie qui est beaucoup plus courte que d'autres personnes. Et c'est cette thématique-là qu'on veut aborder ce soir. Alors sous une forme un peu particulière parce que l'objectif n'est pas de faire une table ronde ou un débat, mais plutôt une conférence avec Jean-François Marquis qui connaît très bien ces thématiques-là et qui va nous apporter, disons, beaucoup de matériel pour pouvoir d'une part comprendre les enjeux et aussi d'autre part pour pouvoir mener le débat qui va s'ouvrir avec sans doute la récolte de signatures dans quelques semaines. Peut-être un ou deux mots pour planter le décor avant de céder la parole à Jean-François Marquis et quand même rappeler que les retraites sont en permanence à l'ordre du jour du débat politique. On a eu Prévoyance 2020 en 2017, on a eu la réforme RFFA en 2019, à Genève la caisse de pension de l'État aussi en 2019, et puis quelques semaines ou quelques mois après la RFFA AVS 21, et bientôt, alors, sous une note plus positive, initiative sur la 13e rente de l'AVS, et puis dans une note nettement moins positive, celle des jeunes libéraux, PLR, initiative sur les rentes. Et peut-être pour rebondir sur cette initiative, parce qu'il y a eu beaucoup de publicité qui a été faite là autour, cette initiative, elle prétend vouloir dépolitiser en fait le débat en instaurant un relèvement de l'âge de la retraite à 66 ans, et puis ensuite en le faisant évoluer selon l'espérance de vie. Alors c'est à la fois assez paradoxal, parce qu'en mettant en place un mécanisme comme celui-ci, à mon avis, au contraire, on politise, on pose, disons, une question sociale fondamentale. Tout d'abord, dans l'approche qui est celle du Parti radical et de l'UDC, c'est, comme on l'a vu autour de Personnel Stop, de considérer que le système social et le système de redistribution, il a atteint ses limites et qu'on ne va pas redistribuer plus et qu'on ne va surtout pas répondre à des besoins cruciaux de la population. Et je crois que AVS 21 illustre aussi assez bien le problème. Parce que ce qui est significatif dans cette contre-réforme, c'est qu'elle repose de manière quasi exclusive sur le dos des salariés, avec des baisses de prestations d'un côté, et aussi avec la nécessité de payer plus de l'autre, via notamment la TVA. Et que l'employeur, dans cette contre-réforme, ne verse quasiment pas un centime. Il n'y a pas un centime en termes de cotisation supplémentaire, et puis il y a la TVA. Alors dans des questions qu'on avait posées au Conseil fédéral, il nous avait dit, c'est vrai, la TVA est un impôt antisocial, il le faisait en des termes évidemment un peu plus sobres, mais de toute façon, l'épargne que vous allez accumuler et qui ne sera pas frappée par la TVA parce qu'elle n'est pas dépensée pour la consommation, lorsque vous arriverez à la retraite, elle va être dépensée et donc la TVA va frapper aussi l'épargne, ce qui est totalement faux, parce qu'une bonne partie de cette épargne, elle est aussi investie dans des biens et des marchandises qui ne sont pas frappés de la TVA, comme notamment l'immobilier. Et puis on a aussi le retour, ça vous le trouvez dans le message du Conseil fédéral, sur des données statistiques pour savoir qui a payé en fait les dernières hausses de la TVA. Alors tout d'abord, lorsque la TVA a été introduite en 1995, on a eu 75% en fait de la TVA qui est supportée par des salariés, ou des futurs salariés, ou des retraités. Et puis lorsqu'on a relevé d'un point la TVA en 1999, 65% de cette charge a été supportée par les ménages. Puis je crois que c'est aussi important pour planter le décor de voir l'autre bout de la chaîne, qui est l'accumulation absolument phénoménale de richesses. Alors on va vous abreuver de chiffres ce soir, mais peut-être préciser que 0,3% de la population aujourd'hui en Suisse possède 30% de la fortune du pays et que 5% de la population possède 66% de la fortune du pays et que le reste, à peu près la moitié de la population, a une fortune qui ne dépasse pas 50 000 francs et que 25% de la population n'a pas de fortune du tout. Donc je crois que c'est ça qui est important, c'est de faire évidemment la comparaison entre la charge qui doit être supportée par les salariés et puis le fait que de l'autre côté, on accumule des richesses absolument phénoménales. Un point aussi, toujours dans la même veine, c'est le fait que manque aujourd'hui dans les caisses de l'AVS les montants qui n'ont pas été prélevés sur les dividendes qui ont été versés souvent en remplacement du salaire à cause de la deuxième réforme de la fiscalité des entreprises. Et là, on avait posé également les questions au Conseil fédéral pour lui demander mais qu'est-ce que ça représente en termes de pertes?
Alors, ils nous expliquent qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir le vérifier de manière très fiable, mais qu'on n'est pas loin de 180 millions de francs par année perdus, uniquement à cause de la deuxième réforme de la fiscalité des entreprises, sur les montants donc, de l'AVS, hein, je ne parle pas de manière générale. Puis évidemment, alors, le fait que les besoins sociaux ne sont aujourd'hui pas satisfaits pour bonne part, alors peut-être que tu vas y revenir tout à l'heure, mais c'est assez simple, c'est de voir que si vous prenez les chiffres de 2019, vous avez presque 340 000 personnes qui doivent demander des prestations complémentaires pour vivre, que ce chiffre va effectivement en augmentant et que ça représente, alors évidemment, une partie des personnes qui sont à l'AI, une partie qui sont à l'AVS, mais disons que ces chiffres continuent effectivement à augmenter et ça, je crois que c'est un point central. Et puis que les prestations complémentaires, alors certains d'entre vous le savent, couvrent vraiment de manière très minimale les besoins vitaux. Dans la loi et dans les pratiques, vous voyez que c'est moins de 20 000 francs qui sont versés pour les besoins vitaux par année, donc nourriture, vêtements, impôts, pour une personne seule, et pour un couple, c'est en dessous de 30 000 francs. Puis pour les loyers, on est également sur des montants de 15 000 francs, charges comprises pour des personnes seules, puis 18 000, toujours charges comprises pour des couples et des familles. Peu de personnes arrivent à se loger avec des montants pareils à Genève. Donc on est vraiment sur des minima. Alors, ce qui est intéressant justement dans le travail qu'on veut faire avec la Vivo, c'est de montrer justement que les retraites, elles creusent, elles vont continuer de creuser, disons, jusqu'à la mort, les dimensions d'inégalité sociale et les discriminations qui découlent de ce système de production capitaliste. Alors évidemment, la question des femmes, qui sont tout particulièrement prétéritées, fait vraiment l'objet d'une assez grande attention dans l'actualité, même si elle est rarement abordée sous la question classe sociale. Et peut-être juste deux informations là-dessus. Quelques chiffres. Tout d'abord, la question du sous-emploi qui touche massivement les femmes. Les 3/4 des personnes qui sont en sous-emploi, c'est aussi 360 000 personnes, donc c'est la ville de Zurich, hein, sont des femmes. Et on a des différences de salaire dont on a assez abondamment parlé dans le cadre des dernières mobilisations autour de la grève des femmes, qui est de 7% de la part inexpliquée. La part inexpliquée, c'est la façon dont, disons, l'administration fédérale et les patrons abordent cette thématique. C'est 7,4% de différence de salaire en moyenne. Alors évidemment, tout ça, ça a un impact décisif sur le niveau des retraites, et beaucoup de femmes doivent du coup demander des prestations complémentaires. Alors, deux mots, je conclue par là, avant de présenter Jean-François Marquis et puis de lui céder la parole, c'est que la Vivo souhaitait aborder cette question sociale tout au long en fait, de l'année 2020, en parallèle, disons, de la campagne, pour nourrir justement cette réflexion. Et donc on voulait commencer par Jean-François Marquis, qui est un très bon connaisseur des aspects chômage, santé, conditions de travail et les données aussi statistiques sur l'espérance de vie, et qui a publié en 2007, sauf erreur de ma part, un ouvrage que je fais volontiers passer dans les rangs sur cette question, qui est un ouvrage assez technique, mais qui pourra peut-être d'une part actualiser, puis aussi vulgariser, entre guillemets, ce soir avec nous. Donc Jean-François, je te cède la parole si tu es d'accord. Bonsoir. Ça va comme ça, c'est mieux? Oui, d'accord. Donc moi, je vais me centrer surtout sur la question de l'espérance de vie, qui a des aspects liés à la retraite, parce que c'est un des grands arguments qui est utilisé aujourd'hui pour justifier l'élévation de l'âge de la retraite. Donc, vous connaissez un peu le refrain qui nous est servi, grosso modo, tous les jours, c'est que voilà, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, que par conséquent, l'élévation de l'âge de retraite serait aussi inévitable, puisqu'on vit de plus longtemps, on ne peut quand même pas rester de plus en plus longtemps sans travailler. En plus, les gens sont en bonne santé aujourd'hui à la retraite, ils sont en beaucoup meilleure santé qu'auparavant, donc travailler plus longtemps ne devrait pas faire de problème. Et dans tous les cas, c'est l'argument qui est censé tuer. On nous dit de toute façon, si les gens ne travaillent pas plus longtemps, qui c'est qui va payer ces retraites? Donc ça, c'est un peu l'argumentation qu'on entend très souvent, qui est servie à chaque réforme des retraites et qui doit nous convaincre que, ma foi, on ne peut rien faire d'autre à part ce qui est proposé par le Conseil fédéral, les partis de droite et les milieux patronaux. Alors, je pense que, qu'est-ce qu'on peut en penser? Je dirais, une première manière assez simple de
de se faire une opinion qui est peut-être une manière un peu caricaturale, mais qui, je pense, permet quand même de situer un peu les enjeux, c'est ce petit schéma-là. Ce petit schéma, il est basé sur des données qui concernent les retraites que les personnes touchent lorsqu'elles partent à la retraite. Donc c'est leur nouvelle rente, les nouvelles rentes que les gens vont toucher. Et là, en l'occurrence, c'est les nouvelles rentes du deuxième pilier. Et chaque année, on a des informations sur combien les gens vont toucher en fonction de l'âge auquel les gens partent à la retraite et si c'est des hommes ou si c'est des femmes. Et qu'est-ce qu'on constate avec ces données? C'est que les personnes qui partent à la retraite et qui touchent les rangs du deuxième pilier les plus élevés, c'est les hommes qui partent à la retraite à 60 ans. La moitié des hommes qui partent à la retraite à 60 ans touchent au moins 4 266 francs par mois. Il y a beaucoup de gens qui, en partant à la retraite à 65 ans, cumulés deuxième pilier et AVS, n'arrivent pas à ce montant. Mais la minorité d'hommes qui partent à la retraite à 60 ans, ils ont ce type de retraite-là. De l'autre côté, si on prend les hommes ou les femmes qui partent à l'âge réglementaire de la retraite, c'est-à-dire 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes, vous voyez que les hommes, ils touchent presque 1800 francs. La moitié ne touche pas plus que 1800 francs. Et chez les femmes, la moitié ne touche pas plus que 990 francs. Bon, on voit la différence entre hommes et femmes, et on voit surtout que la majorité des gens qui partent à la retraite à l'âge légal, ils touchent beaucoup moins, c'est eux qui touchent les rentes les plus basses. Donc on a là une première illustration, je dirais, de la réalité sociale du débat sur les retraites. C'est que les gens qui disent que c'est absolument indispensable de travailler plus longtemps, on peut, je pense, sans caricaturer, partir de l'idée qu'il y en a une bonne partie qui touche le genre de retraite qui est indiqué là sur la partie gauche de l'image, qui touche des retraites élevées, qui peuvent sans problème partir, s'ils le souhaitent, à la retraite de manière anticipée, et qui disent aux autres qui ont des retraites basses, ben, il vous faut travailler encore plus longtemps, parce que sinon on n'arrivera pas à payer vos retraites. Donc voilà, ça je dirais que c'est, juste sans creuser plus loin, un peu une illustration du débat dans lequel on est plongé. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, dans ce que ça signifie, il faut revenir d'abord à l'espérance de vie et se poser une première question qui est laquelle d'espérance de vie? Il y a l'espérance de vie dont on parle d'habitude, qui est l'espérance de vie à la naissance, qui est grosso modo une indication je dirais le reflet en fonction de l'âge à laquelle les gens décèdent, de combien on peut espérer vivre une fois qu'on est supposé qu'on est né, je ne sais pas, disons en 2020. L'évolution de l'espérance de vie en Suisse à la naissance, c'est ces deux courbes qui partent depuis 1950 et qui arrivent en 2020. Vous voyez en 2020 le recul, qui est l'effet du Covid, d'environ 3/4 d'année environ, qui s'est baissé. Vous voyez environ pour les femmes, on a 85 ans, pour les hommes à 81 ans. Mais il y a une autre espérance de vie qui pour les gens est aussi très importante. C'est ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé. Ou bien on parle aussi parfois d'espérance de vie sans incapacité, donc sans limitation. Évidemment, c'est très important parce qu'une chose, ben, tant mieux si on vit, on est content, mais si on commence à avoir des gros problèmes de santé, ben, la qualité de vie, c'est autre chose. Et ben, si vous regardez autour de vous, vous connaissez des personnes qui sont âgées, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, souvent, ben, voilà, il y a un premier accident de santé, et voilà, une série de choses, on ne peut plus les faire, et puis ça continue, un deuxième accident de santé, etc. Quelle est l'espérance de vie en bonne santé en Suisse? En 2017, c'est les dernières données disponibles, elle est d'environ 70 ans. Donc ça fait une grande différence, environ 15 ans de moins que l'espérance de vie
en général, si on compare aux femmes. Et ce que vous voyez, c'est que, donc c'est d'une part beaucoup moins que l'espérance de vie, qu'il n'y a quasiment pas de différence entre hommes et femmes. Et troisième des choses, que si vous regardez qu'au cours des 10 dernières années, depuis 2007, en gros, elle n'a pas augmenté. Donc c'est la première des choses lorsqu'on parle d'espérance de vie. L'espérance de vie qui vraiment garantit aux gens qu'elles peuvent profiter de leur vie, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Elle est de loin pas si élevée que ça, et elle n'augmente plus. La deuxième question, c'est l'espérance de vie de qui? Parce que, du point de vue de l'espérance de vie aussi, on n'est pas tous égaux. Il y en a certains qui sont plus égaux que d'autres. Là, vous avez les données de nouveau pour la Suisse de la différence d'espérance de vie, que ce soit par exemple à 30 ans, pour des personnes qui ont 30 ans, entre les personnes qui ont le niveau de formation le plus élevé, le niveau tertiaire, universitaire, disons, et les personnes qui ont le niveau de formation le moins élevé, qui ont une formation obligatoire. Pourquoi le niveau de formation? Parce que c'est une donnée qu'on a sur tout le monde, et on peut dire que c'est très grossier, mais que c'est une certaine manière de voir les différences sociales qui existent au sein de la société. Probablement, ce n'est pas forcément comme ça, mais que les personnes qui ont un niveau de formation, qui n'ont pas pu faire plus de formation, ont des conditions de vie plus difficiles, et que les personnes qui ont un niveau de formation élevé ont plus de chances d'avoir de bonnes conditions de vie, d'avoir un revenu élevé, etc. Donc vous voyez que c'est les données les plus récentes à disposition, il y a environ 5-6 ans, qu'à 30 ans, un homme qui avait une formation, qui avait le niveau de formation le plus bas, avait une espérance de vie de 4 ans moins élevée qu'un homme qui avait la formation la plus élevée. Chez les femmes, la différence est moins grande. Donc, il y a, selon la position sociale que l'on a, selon la classe sociale dont on fait partie, il y a des grandes différences en termes d'espérance de vie. Ça, c'est un exemple pour la Suisse. Je vais vous donner un ou deux autres exemples qui montrent que c'est vraiment une réalité, je dirais, générale, qui renvoie à un fait social. Ça, c'est une étude qui a été faite, qui porte sur Genève, qui a été faite par Étienne Guberin et Massimo Usel. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent Massimo Usel. Et cette étude est parue il y a 20 ans, en 2000. Elle a été faite dans le cadre de l'OCIRT, à l'époque où l'OCIRT faisait encore des choses qui étaient positives pour les salariés. Et ça, ils ont calculé l'espérance de vie des hommes qui étaient nés au milieu des années 20, vous voyez, donc, et qui étaient arrivés à 65 ans au cours des années 90. Ils avaient les informations sur toutes ces personnes, et ils ont pu savoir d'une part si ces personnes étaient décédées ou pas, et si elles avaient eu recours, elles avaient dû avoir recours à l'assurance invalidité ou pas, qui est une manière de mesurer l'état de santé. Et donc, ce que vous voyez là, c'est qu'en fonction du niveau de formation, de profession, en partant, disons, des formations les plus élevées aux formations les plus difficiles et les moins reconnues, vous voyez qu'il y a aussi là une différence de plus de 4 ans d'espérance de vie. Donc on retrouve le même écart, là, dans le cas de Genève. Troisième exemple que j'aimerais vous montrer, ça c'est des données toutes récentes qui sont parues là au début du mois dans le quotidien Libération et qui portent sur la France. Il compare l'espérance de vie d'une manière un peu différente, c'est-à-dire la part des gens qui survivent à un âge donné. Et il compare les 5% des gens les plus riches, c'est ceux qui sont la partie supérieure, et les 5% des personnes les plus pauvres. Et ils prennent un premier point de comparaison qui est 62 ans, c'est l'âge légal de départ à la retraite, l'âge légal à partir duquel, en France, il est possible actuellement de partir à la retraite. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que à 62 ans, un quart des personnes les plus pauvres sont déjà décédées. Par contre, chez les personnes les plus riches, il y en a 5% qui sont décédés.
Et pour retrouver la proportion d'un quart de personnes décédées chez les plus riches, il faut aller à 80 ans. Et à 80 ans, 60%, presque les 2/3 des personnes les plus pauvres sont mortes. Donc là, vous avez une illustration, je dirais, flagrante des inégalités qui existent, des inégalités sociales qui existent en matière d'espérance de vie. Mais maintenant, si on passe de l'espérance de vie à l'espérance de vie en bonne santé, les différences sont encore plus grandes. Alors pour la Suisse, je ne peux pas vous montrer des données, je vais vous montrer après des données d'autres pays, mais pour que vous vous rendiez compte, et ça va évidemment vous sauter aux yeux, ça c'est les différences qu'il y a en termes d'état de santé selon toujours le niveau de formation et puis selon l'âge. Donc vous voyez, il y a en rouge foncé, c'est les personnes qui ont le niveau de formation le moins élevé, et en orange clair, les personnes qui ont le niveau de formation le plus élevé. Par exemple, pour la tranche d'âge des 45-64 ans, il y a presque 25% de plus de personnes qui ont un niveau de formation élevé qui disent que leur santé est bonne. Et si on prend les personnes plus âgées, il y a plus de 20% toujours de personnes qui ont un niveau de formation élevé et qui probablement font partie des classes sociales les plus aisées, qui disent que leur santé est bonne comparée aux personnes qui probablement ont eu au cours de leur vie les travaux les plus difficiles. Et on retrouve dans l'étude qu'avaient fait il y a une vingtaine d'années Massimo Usel et Étienne Guberin, donc toujours sur Genève, exactement la même différence. Là, ils ont regardé à l'âge de 65 ans, donc c'était en 1900, à la fin des années 90, ils ont regardé ces personnes qui étaient nées en 1925, 1927, non, c'est à la fin des années 80 plutôt, ils étaient arrivés à 65 ans, et ils ont regardé la part des personnes qui étaient toujours vivantes et qui n'avaient pas eu recours à l'assurance invalidité. Donc, une manière de dire qu'ils étaient en bonne santé, en tout cas qu'il n'y avait pas un très gros problème de santé au point que ça les ait obligés à recourir à l'assurance invalidité. Et vous voyez que la différence entre, d'un côté, les professions libérales et scientifiques et, en bas, les ouvriers semi-qualifiés et non qualifiés, c'est environ 20%. Donc là, on a d'un côté presque 90% qui sont toujours en vie et qui n'ont pas eu recours à l'invalidité, et en bas, un tiers des personnes qui sont soit décédées, soit qui ont eu de recourir à l'assurance invalidité. Et le dernier exemple que je vais vous montrer, pour qu'on prenne l'ampleur de combien les inégalités en matière d'espérance de vie en bonne santé sont encore plus grandes que les inégalités en termes d'espérance de vie tout simple, c'est cet exemple qui provient de l'Angleterre. Dans toute une série de pays voisins, les études sur ce sujet sont bien plus poussées, avancées. C'est un rapport qui est paru en 2010 et qui illustre, si vous voulez, tous ces petits points, c'est tous des comtés, des arrondissements de l'Angleterre. Et ils sont classés avec tout de côté, là, tout à gauche, c'est les arrondissements les plus pauvres, et ici, tout à droite, c'est les arrondissements les plus riches. Et puis la hauteur du point, ça indique l'espérance de vie. Alors, en clair, c'est l'espérance de vie tout court, l'espérance de vie classique dont on parle habituellement, et en foncé, c'est l'espérance de vie sans incapacité, donc en bonne santé. Alors, ce qui ressort, c'est que d'abord, la différence entre les comtés, les régions les plus pauvres et les régions les plus riches en termes d'espérance de vie, c'est de 7 ans en Angleterre. Mais si on prend l'espérance de vie sans incapacité, donc en bonne santé, c'est 17 ans
Donc c'est la courbe du bas. Si vous regardez les points, vous voyez que dans les régions les plus pauvres, l'espérance de vie en bonne santé, elle est en dessous de 50 ans. Et puis dans les régions les plus aisées, elle avoisine 75-80 ans. Et puis la deuxième chose qui apparaît dans ce graphique, qui a été fait par les auteurs de ce rapport, c'est un rapport officiel commandé par l'État britannique, c'est la ligne foncée, c'est la projection, parce qu'il y avait le projet à l'époque, je ne sais pas où c'en est maintenant, d'augmenter l'âge de la retraite en Angleterre également. Donc il y a un projet entre 2026 et 2046 d'augmenter l'âge de la retraite, vous voyez, de 66 à 68 ans. Donc ce que vous voyez très bien, c'est que plus on augmente l'âge de la retraite, plus la part des comtés qui sont en dessous du point de vue de l'espérance de vie sans incapacité augmente. Je veux dire, avec l'âge de la retraite à 66 ans, on arrive environ, j'imagine, à quelque chose comme peut-être 2/3 déjà des arrondissements qui sont en dessous. Donc, où là, en moyenne, les gens, ils ont une espérance de vie en bonne santé qui est inférieure à l'âge de la retraite. Et évidemment, si on déplace l'âge de la retraite, on l'augmente de 2 ans, on arrive à des proportions d'environ 80-90% des arrondissements qui seront en dessous. Donc là, vous avez une illustration à la fois des inégalités en termes d'espérance de vie et surtout d'espérance de vie en bonne santé et de ce que ça signifie d'élever l'âge de la retraite. Donc, pour revenir à mon schéma, la réalité, c'est que c'est non seulement les gens, entre guillemets, bien, qui ont des bonnes conditions de vie, qui disent il faut travailler plus aux autres, mais c'est ces gens qui disent ça, c'est des gens qui ont la possibilité et qui en partie prennent leur retraite de manière anticipée et qui en plus ont une espérance de vie nettement supérieure à ceux auxquels ils disent il faut absolument que vous travailliez plus longtemps, sinon les retraites vont s'écrouler. Donc on se rapproche déjà un peu plus, je dirais, de la réalité sociale du débat sur le sujet. Alors, brièvement, j'aimerais maintenant aborder un peu la question, mais bon, pourquoi de telles inégalités de santé? Quelles sont les raisons de cette situation? La faute n'a pas de chance, évidemment, lorsqu'il y a une réalité sociale, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner pour comparer 2 personnes entre elles, il peut avoir plus de chance, d'autres pas de chance, ça peut jouer un certain rôle, mais lorsque c'est des réalités sociales qu'on retrouve dans tous les pays, dans de multiples études, c'est autre chose. Une autre explication qui nous est souvent donnée, c'est que chacun est responsable de sa santé et qu'il faudrait que chacun doit faire un effort. C'est les campagnes dans les médias, des assurances dans ce sens-là. Je vais y revenir après sur cet argument, mais c'est une manière au fond de culpabiliser les gens et dire au fond, ben voilà, si les gens ne sont pas en bonne santé, c'est de leur faute. Je vais revenir après, qu'est-ce que ça signifie. Mais évidemment, il y a l'autre question qu'il faut poser, c'est dans quelle mesure ces inégalités de santé sont en lien avec les inégalités sociales, en termes de conditions de vie, de conditions de travail, de logement, de revenus, d'exposition à la pollution, etc. Et là-dessus, la réponse, elle est claire, elle a été donnée, je veux dire, du point de vue non seulement je ne parle même pas de la lutte sociale, des conflits, du point de vue de l'expérience des gens, mais même de ce qui fait le consensus des connaissances dans ce domaine, la réponse, elle est claire. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui est ici à Genève, a fait un très grand travail d'analyse sur ce qu'ils appellent les déterminants sociaux de la santé, avec un rapport qui est paru en 2010, qui fait le consensus des connaissances sur ce point. Et le message essentiel, il est là. Il est non seulement que les déterminants sociaux de la santé ont une importante influence sur les inégalités de santé, mais le plus important, c'est ce qui suit. Les recherches montrent que les déterminants sociaux peuvent avoir une influence plus importante sur la santé
que les soins et que les choix en matière de mode de vie. Donc, la condition sociale des gens pour leur santé, sur le fond, c'est plus important que les soins, même si évidemment les soins sont importants aussi, mais c'est encore plus important, et c'est plus important que les choix que les gens vont faire individuellement de fumer ou pas, l'attention qu'ils accorderont ou pas à leur alimentation, etc. C'est vraiment déterminant pour leur état de santé. Et là, j'ai mis voilà, ce qui fait partie de ces réalités qui vont des déterminants sociaux de la santé, qui vont avoir une influence assez forte. Et parmi ces réalités, une très importante, évidemment, c'est le travail. Ce sont les conditions de travail. Donc, je vais terminer sur ce point, donner quelques éléments là-dessus quand même. Sur à quoi renvoie la pénibilité du travail. Ça, c'est les données les plus récentes qui existent pour la Suisse, qui sont parues là, au mois d'octobre. Elles montrent la proportion, que ce soit d'hommes, c'est en bleu, de femmes en orange, qui disent qu'ils ont des problèmes de santé en fonction du fait qu'en même temps, elles déclarent qu'elles sont exposées dans leur travail ou bien à des risques physiques, comme le fait de porter des charges lourdes, le fait de devoir prendre des positions difficiles, le fait d'être exposé à des produits toxiques, d'être exposé au bruit, d'avoir des dangers de glisser dans leur travail, etc., ou bien des risques pour leur bien-être psychique, c'est-à-dire d'être trop stressé, d'être harcelé, d'être confronté à des situations qui sont émotionnellement très, très exigeantes, d'être soumis à des cadences qui sont très, très intenses, etc. Et vous voyez que plus les personnes déclarent de tels risques dans leur travail, plus la part de ces personnes qui déclarent des problèmes de santé augmente de manière absolument claire. Donc, ça c'est un exemple, on pourrait multiplier les exemples qui montrent qu'il y a un lien net entre les conditions de travail et l'état de santé. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ces conditions de travail qui sont pénibles, parce qu'on a souvent l'image, bon voilà, c'est les travailleurs du bâtiment, c'est les ouvriers du bâtiment, c'est les gens qui travaillent dehors, mais c'est une image qui est, évidemment, qui continue, les personnes qui travaillent dans le bâtiment, sur les chantiers, ont des conditions de travail qui restent pénibles. Mais c'est de loin pas les seuls. Là, ce graphique, il illustre la proportion de personnes qui déclarent de tels risques pour des conditions de travail qui sont considérées comme un risque dans un secteur qui s'appelle santé humaine et action sociale. Donc c'est le secteur qui regroupe, disons, tout ce qui concerne les hôpitaux, tout ce qui concerne les gens qui travaillent dans les EMS, dans les institutions sociales, en particulier les institutions pour personnes handicapées, etc., et tout ce qui relève de, disons, l'accueil de la petite enfance. Ce secteur, il y a une femme qui travaille, qui est active en Suisse, une femme sur 4, elle travaille là. Elle travaille dans ce secteur. Ça ne correspond pas du tout à l'image, disons, je dirais, misérabiliste des secteurs qui seraient avec des conditions de... C'est pas la mine, c'est des secteurs qui sont considérés comme modernes. Eh bien, dans ce secteur-là, disons, dans toutes les branches de l'économie suisse, c'est le seul secteur où il y a autant de gens qui déclarent à la fois des risques physiques, comme par exemple le fait, évidemment, de devoir porter des personnes lourdes, parce que c'est un travail qui est fréquent, son travail dans les soins, mais y compris son travail avec des petits-enfants, ou bien de devoir prendre des positions douloureuses et pénibles, donc des risques physiques et des risques psychosociaux, comme par exemple d'avoir des contacts avec des personnes qui sont difficiles, des patients difficiles, d'avoir une forte pression temporelle dans son travail, d'être confronté à une charge émotionnelle très élevée, etc., y compris, ce qui fait quand même un peu réfléchir, plus souvent, nettement plus souvent qu'ailleurs, être confronté à du harcèlement.
Donc on voit que cette réalité d'un monde de travail qui est pénible, qui est usant, qui peut porter atteinte à la santé, ce n'est pas une réalité du passé, de branches qui appartiennent au passé, qui n'est pas l'avenir du travail. Ça reste au cœur de la réalité du monde du travail aujourd'hui. Et on pourrait multiplier les exemples qu'on pense dans d'autres types d'activités aux livreurs, la grève qu'il y a eu chez Smood, qu'on pense aux gens qui travaillent dans la logistique, qui n'arrêtent pas de se développer, etc. Et puis, le lien avec la retraite, c'est que si on demande aux personnes si elles ont des problèmes de santé qu'elles considèrent qui ont été causés ou aggravés par leur travail, on voit que la part des personnes qui déclarent de tels problèmes de santé augmente de manière considérable avec l'âge. Vous me direz, ce n'est pas une surprise. Non, absolument, ce n'est pas une surprise. Je veux dire, tout le monde qui travaille connaît dans son entourage des gens qui sont fatigués et qui se posent la question, mais comment je vais faire pour tenir jusqu'à 65 ans, jusqu'à 64 ans? Comment je vais faire pour tenir? Ça, c'est la question que les gens se posent. Ce n'est pas comment ils vont payer leur retraite, parce que là, il y a des solutions. Comment je vais faire pour tenir? Cette réalité, ce cri du cœur, cette expression de la souffrance que les gens vivent au travail, on la retrouve dans ce graphique. Donc, il faut en tenir compte. Et c'est une réalité qui est illustrée pour la Suisse, mais qui est partout. Ça, c'est une étude qui était parue il y a 10 ans dans une revue médicale, Lancet, qui est une des 4 grandes revues médicales au monde, qui avait publié une étude qui est basée sur une cohorte de salariés qui étaient suivis en France dans les entreprises EDF, GDF, donc Électricité de France, Gaz de France. C'était à l'époque des services publics, ça facilitait des enquêtes sur la santé, des enquêtes épidémiologiques, et donc il y avait des scientifiques qui avaient suivi les salariés qui travaillaient dans cette entreprise durant une longue période, et comme ça on peut mieux comprendre les relations entre la santé, le travail, etc. Et le but de cette étude-là, c'était de montrer comment évoluait l'état de santé des gens avant et après la retraite et en fonction des conditions de travail. À l'époque, donc, juste pour dire, l'âge de la retraite légale pour les salariés d'EDF-GDF, c'était 55 ans. Ils ont été suivis jusqu'en 2000. Évidemment, ça paraît un petit peu surréaliste aujourd'hui, mais c'était comme ça. Et bon, le monde ne s'est pas écroulé pour autant, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que montre ce graphique? La ligne rouge, c'est quand les gens partent à la retraite. Si on va à gauche, c'est les années qui précèdent la retraite. On va à droite, c'est les années qui suivent la retraite. Et puis, il y a 3 courbes. Vous voyez, la courbe du haut, c'est les salariés qui, dans leur travail, sont confrontés à des conditions de travail qui présentent des risques, qui sont comme les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, des travaux pénibles, stressants, etc. Donc, c'est des gens qui sont exposés à beaucoup de tels risques. Et puis la courbe tout en bas, c'est des gens qui sont peu exposés à de tels risques. Et puis, donc, si on prend la partie gauche du graphique, voilà, donc chaque courbe indique chaque année la part des salariés qui disent que leur santé n'est pas bonne. Donc, vous voyez, par exemple, 7 ans avant la retraite, chez les salariés qui ont peu de risques dans leur travail, il y en a environ 4% qui disent que leur santé n'est pas bonne. Et puis, chez les salariés qui ont beaucoup de risques dans leur travail, il y en a environ 21-22%. Ce qui est intéressant de constater, c'est que au fur et à mesure qu'on se rapproche de la retraite, c'est-à-dire au fond que les gens vieillissent, chez les salariés qui sont exposés à beaucoup de travail, la part qui disent que leur santé n'est pas bonne, elle n'arrête pas d'augmenter, contrairement aux salariés qui sont peu exposés à ces risques dans leur travail. Et puis après, avec la retraite, il y a un vrai soulagement. Les gens, entre guillemets, respirent, vont mieux. Ils n'auront pas le même niveau de santé que les autres, mais ils vont mieux durant une période, puis après, évidemment,
avec le vieillissement, ben voilà, ça, personne n'y échappe, entre guillemets. Donc là, on a une autre illustration du lien entre la santé et le travail, et qu'est-ce que ça signifie, le lien avec la retraite, et qu'est-ce que ça signifie si on augmente l'âge de la retraite. Donc, pour revenir à mon petit schéma, en conclusion, en quelque sorte, sur ce point, on a une situation, on a les gens qui sont les mieux lotis, qui peuvent partir à la retraite avec de bonnes retraites de manière anticipée, qui partent à la retraite de manière anticipée, qui ont une meilleure espérance de vie, qui ont une meilleure santé, qui disent aux gens qui ne peuvent déjà pas partir à la retraite avant, vous devez travailler plus longtemps, tout en sachant très bien que plus ils travaillent, plus ils s'usent au travail. Ça, c'est la réalité de la campagne qui est faite aujourd'hui sur le thème de avec l'espérance de vie augmente, il faut augmenter l'âge de la retraite. Dernier point, et puis après je vais conclure. On peut se poser la question, bon, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, pour revenir tout à l'heure, il faut aussi faire attention, chacun doit faire attention à sa santé, et puis c'est vrai que des fois il y a des gens qui font moins attention que d'autres à leur santé, et y compris par exemple si on regarde d'un point de vue social, par exemple, c'est vrai que, par exemple, je prends l'exemple, la part des fumeurs est plus élevée chez les personnes qui ont un niveau de formation moins grand, ou la part des personnes qui sont en surpoids est plus grande chez les personnes qui ont un niveau de formation moins grand. Donc, on pourrait dire finalement, c'est quand même aussi de leur faute s'ils sont en moins bonne santé. En quelque sorte, ils s'en fichent ou bien ils ne savent pas comment faire. Enfin, c'est de leur faute, ils sont un peu nuls. Donc ça, c'est une interprétation possible sur ces aspects-là. L'autre interprétation, et qui me paraît bien plus cohérente et qui correspond aussi aux résultats des recherches scientifiques sur le sujet, c'est que, en réalité, s'il y a aussi des différences sociales en matière de comportement, en matière de santé, c'est que d'une part, il y a un problème de moyens. Évidemment, si vous le dites, il faut bien vous nourrir, il faut beaucoup manger de légumes, ça sera encore plus manger bien des légumes bio. Ce n'est pas le même budget que de manger moins de légumes, de manger plus des pâtes, de manger des choses pré-prêtes, etc. C'est sûr que ce n'est pas le même budget si vous avez un coach personnel pour faire du sport ou si vous n'en avez pas et que vous n'avez pas, au maximum, vous pouvez peut-être aller de temps à autre en salle ou sinon vous n'avez rien, etc. Et puis, deuxième des choses, on ne se projette pas dans la vie de la même manière suivant la situation sociale dans laquelle on vit. Sir Michael Marmot, donc Sir, il a été anobli par la reine d'Angleterre, donc ce n'est pas quelqu'un d'extrêmement excité, c'est un des auteurs de ces recherches qui ont été faites par l'OMS sur le thème des déterminants sociaux de la santé. Et c'est lui qui a fait ce rapport dont je vous ai montré un graphique sur l'espérance de vie sans incapacité suivant les régions en Angleterre. Et il raconte une fois qu'il est dans le nord d'Angleterre, une des régions les plus pauvres d'Angleterre, qu'il a croisé une personne, si je me souviens bien, c'était une femme, discutait avec elle, qui fumait, etc. Il discutait, bon voilà, fumer, bon, la santé, etc. Et en gros, il lui a fait cette réponse, je ne sais pas qu'est-ce que je mangeais à la fin de la semaine, alors le cancer du poumon, ok, c'est sûr, c'est un problème en tant que tel, il faudrait faire attention. Mais ce n'est pas vraiment mon souci pour l'instant. C'est sûr que si on a l'horizon juste sous le nez, parce qu'on est sans travail ou dans la précarité par rapport à l'emploi, parce que boucler son budget à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois, c'est compliqué, on ne sait pas comment on va faire, etc. On se projette de manière différente, on réfléchit de manière différente, ou simplement on n'a pas la possibilité de réfléchir qu'est-ce qui serait bien de faire pour que à 65 ans, je reste toujours en forme, etc., etc. Donc, la possibilité, je dirais, de prendre soin de sa santé, de vraiment prendre soin de sa santé, ce n'est pas d'abord une question ou d'intelligence ou d'intérêt, c'est aussi les conditions sociales qui permettent ou qui rendent beaucoup plus difficile de se préoccuper de cette réalité-là. Donc, il y a une détermination sociale et des conditions de vie, et y compris des comportements en matière de santé, qui les deux se combinent et qui aboutissent à ces inégalités criantes
dont je vous ai parlé. Donc, je pense que la conclusion, pour moi, elle est limpide, c'est que augmenter l'âge de la retraite, c'est juste un vol d'années de vie. C'est ça qui nous proposent, entre guillemets, qui veulent nous imposer, qui nous présentent comme une proposition, comme une fatalité, et qui veulent nous imposer, qu'ils insistent maintenant depuis 20 ans pour imposer ça, et à tout le monde, parce que les femmes, c'est la réforme maintenant, mais il n'y a strictement aucun doute qu'ensuite c'est pour tout le monde. C'est un vol d'années de vie, parce que c'est obliger les salariés à poursuivre un travail qui les use, donc qui diminue leur espérance de vie, et chaque année de plus, ça diminue plus, et en plus à leur prendre les quelques années qu'ils pourraient avoir de retraite en relativement bonne santé, 70 ans. Regardez autour de vous. Moi, j'ai plus 20 ans, justement, donc je connais un peu plus de gens qui sont à 70 ans, etc. Combien de gens autour de soi, ils arrivent vers 70 ans, là autour, ils commencent à avoir des soucis de santé, etc. Ça, c'est la réalité, tout simplement, ce n'est pas des chiffres. Donc, ils nous volent, c'est juste des vols d'années de vie au profit des plus riches, pour une seule chose, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent juste pas payer un sou de plus pour les assurances sociales, et alors qu'eux, ils n'ont strictement aucun souci pour leur retraite, et ils vont vivre plus longtemps, la majorité. Donc voilà, ça c'est pour moi l'enjeu, disons, la signification sociale des projets qui sont portés aujourd'hui par la droite et le patronat au sujet des retraites. Voilà, je vous remercie.